Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en auteur. Au XIXe siècle, siècle du roman triomphant, une sous-catégorie de ce genre longtemps méprisé va faire son apparition qui, de Stevenson à Daniel Defoe en passant par Jack London, va enflammer les imaginaires, le roman de pirate. Tombé en désuétude en littérature, le monde des pirates connaît un second souffle grâce au cinéma, depuis les productions en Technicolor des années 50 jusqu'au blockbuster des années 2000, Pirates des Caraïbes. C'est donc une véritable gageure qu'a choisi de relever Virginie Caillé-Bastide en redonnant vie en littérature à l'univers des pirates dans son premier roman intitulé Le Sang-Dieu et publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Mais qui est l'ombre, mystérieux capitaine du redoutable vaisseau, le Sang-Dieu? Quelles blessures intimes ont fait de cet homme érudit et souverain des mers un être aussi impitoyable? Quelle place occupe la foi dans cet esprit torturé? Inséré dans un contexte historique parfaitement recréé, évoqué dans la langue savoureuse des XVIIe et XVIIIe siècles, le Sang-Dieu compte entre abordage sanglant et joie du butin partagé, le destin tragique et flamboyant d'Arthur de Kerlogen. Quel lieu plus emblématique du roman de pirate que la grotte est celle dans laquelle nous vous convions aujourd'hui et le trésor en soi. En effet, le Nymphée de Viry-Châtillon, réalisé à partir de 1692, d'après la volonté de Michel Poncet de la Rivière, évêque d'Uzès, sur le domaine du Pied de Fer, appartenant à sa sœur Madame d'Espinville, salon de coquillages d'inspiration antique et emblématique du goût rocaille de la fin du règne de Louis XIV, est une véritable merveille. Il est maintenant temps pour nous d'y retrouver notre invité. Virginie Caillé-Bastide, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de l'Essonne en auteur, qui est installé, comme nos spectateurs vont le constater, dans un lieu plus extraordinaire que jamais, puisque nous sommes au Nymphée de Viry-Châtillon. Et comme vous le savez, toutes nos émissions commencent toujours par la réaction de notre invité au lieu dans lequel nous tournons l'émission, évidemment en rapport avec votre roman. Votre roman, je rappelle le titre, Le Sang-Dieu, qui est un roman de pirate aux éditions Héloïse d'Ormesson. En quoi ce lieu n'est pas sans lien avec votre roman? L'époque tout d'abord, puisque j'ai cru comprendre que c'est en 1692, donc à la fin du siècle de Louis XIV, que l'évêque d'Uzès aurait eu l'idée de décorer cette grotte voûtée et de la couvrir de coquillages de toutes sortes. Absolument. Donc c'est extraordinaire, j'ai l'impression d'être dans un plateau de fruits de mer géant. Et pour la Bretonne que je suis, c'est extrêmement goûteux. Donc, 18e siècle, début 18e flamboyant, la mer, les coquillages, une grotte. Et un religieux. Et oui, l'évêque d'Uzès. Voilà, et on verra que dans votre roman, qui est un roman de pirate, eh bien, la religion n'est pas absente. Alors, la première question que je voulais vous poser, c'est un petit peu votre venue à l'écriture. Parce que ce qui m'a séduit dans votre livre, c'est aussi votre parcours. Vous n'êtes pas un auteur de longue date, n'est-ce pas? C'est votre premier roman. Comment en êtes-vous arrivé à connaître ce premier roman? Alors, longue carrière dans la publicité, comme créative, conceptrice, rédactrice, puis directrice de création. Peu de temps à accorder à l'écriture parce que de grosses journées, voire de longues soirées, beaucoup de fatigue le soir, donc pas tellement l'envie de se remettre à travailler, l'envie de se distraire, de lire, de voir des amis, d'aller au cinéma, et puis peut-être une petite forme de lâcheté, parce que tant qu'on n'a pas écrit, on peut se dire qu'on va très bien écrire. Mais dès qu'on le fait... Quand on est confronté à la difficulté. Voilà, on se confronte à une médiocrité éventuelle, voire pire, et donc peut-être une peur, et donc on recule un petit peu la chose. Mais est-ce que cette venue à l'écriture, c'était un souhait depuis l'enfance et quelque chose où vous n'étiez jusque-là pas passé à l'acte? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu brusquement? Non, bien sûr, depuis l'enfance, nourri par de merveilleuses lectures, et notamment dans ces siècles, le XVIIe et le XVIIIe, mais aussi le Moyen-Âge, enfin... L'aspect historique, en fait. Voilà, l'aspect historique, la langue, beaucoup de choses. Et donc, il fallait bien un jour que je mette à profit du temps que je m'octroierais
et des passions communes pour Que l'histoire. vous aviez depuis l'enfance. Voilà, et le Bien. romanesque. Alors une chose qui est intéressante dans ce que vous venez de dire, c'est que vous rappelez, et ça a besoin d'être fait, le lien entre l'histoire, la science historique, puisqu'on présente ça aussi, mais enfin qui comporte le mot histoire, et évidemment l'idée d'écrire des fictions. Alors, comme il s'agit d'une première expérience d'écrivain, eh bien, il y a une question qu'on peut se poser, et presque votre réponse pourrait apparaître comme un vadémécum. Bon, écrire, beaucoup de gens passent à l'acte, virgule, chez eux, en tenant des journaux intimes ou peut-être des fictions, mais qui ne passent pas à l'épreuve de l'édition. Or, l'édition, c'est quand même la deuxième grande étape après qu'on ait écrit. Comment s'est passée votre expérience entre le moment où vous avez écrit quelque chose, un manuscrit, disons, si c'est par un manuscrit que votre livre s'est formalisé, et le jour où vous avez été édité? Est-ce que ça a été un parcours du combattant? Non. Par bonheur, ça a été une très belle rencontre entre les éditions Héloïse d'Ormesson et moi-même. J'en mesure tout l'honneur et toute la chance. Oui. C'est-à-dire que Gilles Cohen-Solal a eu mon manuscrit entre les mains. Il l'a lu et par bonheur, il a été très très enthousiaste. Il a eu un tout petit peu de mal à convaincre Héloïse parce que, comme il lui a... Au début, on dit toujours de mon livre que c'est une histoire de pirate. Évidemment, parce qu'il faut bien situer quelque chose. Je veux dire, on va dire d'un film que c'est un western ou un péplum. Donc, il faut bien commencer par ça. Et les histoires de pirates peuvent rebuter éventuellement les femmes. Donc, elle a dit, oulala, une histoire de pirate. Et il lui a dit, non, 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 mais ça n'est pas que ça, je t'en supplie, ça n'est pas que ça, lis-le. Comme elle travaille énormément, elle a mis un tout petit peu plus de temps à le lire. Mais par bonheur pour moi, elle a été aussi... sous le charme de l'histoire, et donc nous nous sommes rencontrés, et voilà. Et donc, contrairement à parfois quelque chose qu'on entend, vous n'avez pas eu tant de mal que ça à vous faire éditer? Non, grâce à eux. Alors maintenant, on va s'intéresser quand même justement au choix du sujet. Bon, quand on parle de roman de pirate, il y a un aspect paradoxal, parce qu'à la fois, c'est quelque chose qui frappe toujours l'imaginaire, c'est quelque chose qui est vecteur... D'ailleurs, c'est vecteur de quoi, selon vous, quand on dit roman de pirate? Pourquoi ça a une telle résonance dans l'esprit des gens? Tout de suite, on pense, écoutez, à l'île au trésor, à Stevenson. Bien sûr. Bon, mais le roman de pirate, on conviendrait, c'était un genre qui était un petit peu tombé en désuétude. Oui, oui, bien sûr. Et comment vous avez décidé de ranimer la flamme du roman de pirate? Alors, les pirates, je pense que ça doit toucher une part d'enfance à chacun de nous. Parce qu'à côté, quand on est petit, on joue aux gendarmes, aux voleurs, aux cow-boys, aux indiens, évidemment aux pirates, donc il y a une part d'enfance, mais il n'y a pas que ça, d'après moi. Il y a toute une part de romanesque, parce que, d'abord, les îles lointaines... C'est l'aventure, déjà. Voilà, c'est l'aventure, les îles lointaines, j'ai envie de citer Tintin, bien sûr, le secret de la licorne et le trésor de Rackham le Rouge, donc il y a cet imaginaire-là, ces images-là. Il y a un côté aventurier qui fait rêver quand même tout le monde, alors qu'en réalité, c'était une vie extrêmement dure. Ça n'était absolument pas une vocation... Oui, il y a un écart entre la fiction et ce qui se passait vraiment. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on se disait pas un jour, tiens, si je devenais pirate, je vais bien rigoler, je vais voyager dans les Caraïbes. Non. C'était pas le chemin de vie le plus simple. Non, pas du tout. En général, moi je suis partie des Bretons, puisque c'est mon histoire bretonne, et il y en a eu beaucoup, puisque le Breton est extrêmement voyageur. On partait parce qu'on avait une terre aride et désolé, qu'on mourait de faim, qu'on n'arrivait pas à nourrir sa famille. On partait parce qu'on avait commis un forfait et que les soldats du roi vous recherchaient pour vous pendre. Donc on partait pas pour des raisons... L'aventure et la gloriole comme on peut l'imaginer. Non, on partait parce que, un peu comme les gens s'engagent dans la Légion étrangère, on partait parce qu'on avait intérêt à disparaître. Et il faut savoir, je le répète sans cesse, que la durée de vie moyenne d'un pirate à bord, entre les combats et les maladies, c'était 1 an. C'est moyenne. Oui. Alors que même déjà, en général, on est un peu choqué de savoir que, je crois, l'espérance de vie au XVIIe siècle, c'était quelque chose comme 25-26 ans, là, 1 an. Donc ça veut dire que c'est très, très... Bon. Et alors, dans le choix du roman de pirate, pour combien à compter, là vous citiez à l'instant une référence qui va parler à un grand nombre, le trésor de Rackham le Rouge, le secret de la licorne, mais évidemment, l'auteur fondateur, en tous les cas celui qui apparaît comme tel, c'est quand même un petit peu Stevenson avec tout le monde, un peu quelque chose de l'île au trésor dans la tête. Pour combien à compter toute cette tradition littéraire du roman de pirate qui se situe surtout au 19e en fait? Oui, bien sûr, il y a eu Stevenson, il y a eu Conrad, évidemment. Daniel Defoe. Bien sûr, avec Robinson. Il y en a eu plein d'autres, beaucoup d'anglais. Enfin, Stevenson était écossais, en l'occurrence, c'était un cousin breton.
Oui, il y a eu florilège d'ouvrages à ce sujet, mais je n'en ai pas lu tant que ça. C'est-à-dire que je retenais ce que j'avais lu. Je ne me suis pas dit, écrivant un livre de pirate, je vais relire tout. Et donc, vous n'êtes pas spécialement placé dans les pas de Stevenson. Ça n'a pas été du tout votre... Non, je l'avais bien en tête. Et d'ailleurs, le petit film, j'ai d'ailleurs le petit film parce que c'est... il n'est pas l'auteur du roman, mais il est absolument charmant. Ça n'est que du bonheur avec le petit garçon, le vieux pirate qui est... John Silver, Long John Silver. Long John Silver, qui est une fripouille totale, Abominable. mais complètement attachant en même temps. La preuve, le petit garçon l'épargne à la fin parce qu'il a, mine de rien, un peu d'estime pour lui. Enfin voilà, tout cet imaginaire, je l'avais en tête. Je ne l'ai pas forcément relu justement pour ne pas subir non plus les influences et surtout recréer ce que je... Parce que je savais déjà, mais en tout cas, je voulais faire autre chose. Bah alors justement, ça enchaîne sur la question que j'allais vous poser. Quelle est la poétique du roman de pirate selon Virginie Caillé-Bastide? Voilà, quels sont vos ingrédients à vous, sans vous comparer à ce qui a pu être fait avant? La poétique? Oui, c'est-à-dire votre façon de faire un roman de pirate, puisque voilà, vous ne vous reconnaissez pas forcément dans les traces de Stevenson tout en l'ayant lu. Ah, mais donc très influencé. Quand même. J'ai oui. adoré, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire Bien que vous sûr. avez été influencé pour écrire votre livre. Votre livre n'est pas forcément dans la même veine du style de Stevenson, dans la même orchestration de l'histoire, etc. Alors dans ce cas-là, comment Virginie Caillé-Bastide, elle définit le roman de pirate? Je serais très prétentieuse de le définir. J'apporte... Mais vous en avez commis un. Bien donc. sûr. J'aime beaucoup le mot commis. Voyageur. J'apporte... Au long cours. Bravo. Ma vision, c'était m'inscrire dans l'histoire des pirates et de la piraterie. Française, et non pas anglo-saxonne, comme on vient quand Mais même non, de le... l'anglois est notre ennemi à nous, Bretons. D'accord. Alors que l'écossais... Plus sympathique déjà. Ben, bien sûr, nous sommes celtes. Absolument. Non, je voulais qu'il y ait une autre résonance, c'est-à-dire que je voulais me servir de cet univers que je trouve flamboyant, aventureux, dangereux, attirant, fascinant et répulsif aussi pour certains, pour y introduire un duel entre deux hommes. Car j'ai une passion pour les duels, notamment grâce à Jean-Claude Briseville, qui est un auteur formidable. Le souper, par exemple. Le souper, bien sûr, avec l'affrontement Talleyrand-Fouché. Donc j'ai une passion pour ces huis clos entre deux êtres que tout oppose, ces fleurets mouchetés. Cet esprit français. Cet esprit extrêmement français. Et bien avant, enfin bien après dans son écriture, mais avant dans l'histoire, il avait commis aussi, pour reprendre vos termes, Descartes et Pascal. Et puis aussi le salon de Madame du Défend avec Julie de Lespinasse. Enfin, Oui, bah, donc on est au cœur de l'esprit français. voilà, l'esprit français, le dialogue. Donc je voulais, c'était ma gageure, recréer cela avec un capitaine pirate, mais qui n'est pas devenu pirate par hasard, et un prêtre jésuite espagnol qu'il a capturé à bord d'un galion, et retrouver sur la question de Dieu, de l'existence ou de la non-existence de Dieu, cette espèce de huis clos et d'affrontement. Alors, bah justement, vous abordez maintenant la question des personnages. C'est le cas de le dire. Et voilà, encore une fois, un petit jeu de mots. Et la question des personnages est très importante dans le roman de pirate parce que, comme on le disait en évoquant Stevenson, ça crée souvent des caractères, des personnages extrêmement marquants, hauts en couleur. Et j'ai trouvé, là encore, que vous vous distinguiez de Stevenson parce que vos personnages sont plus réalistes quand même en un sens. Bon, le personnage principal de votre roman, il y a un petit mystère au début, avec un effet d'ellipse. On voit le sort d'un oblio, d'un hobro breton qui est vraiment accablé par le sort. Et puis, on ne sait pas trop ce qui se passe, donc on voit le malheur final de cet homme qui est de perdre son dernier enfant, à l'occasion d'un événement historique qui a vraiment existé. Vous allez préciser lequel. Et puis on en arrive à un capitaine de vaisseau un peu inquiétant, un peu mystérieux même pour ces hommes, qui s'appelle l'Ombre. Et pourtant l'Ombre et ce noblio breton ont quelques points communs. Est-ce que vous voulez nous en dire plus sur le héros de votre roman? Effectivement, vous le disiez, je suis partie d'un fait historique réel, cette fameuse famine, cette vague de froid épouvantable de 1709. Le grand hiver. Le grand hiver. On disait même qu'à Versailles, le vin gelait dans les calices. On ne sonnait plus le glas car les cloches se rompaient. Vous imaginez un peu le froid.
Évidemment, ça a créé une famine épouvantable. En plus, ça a duré très très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a eu un redout. Après, c'est reparti pour un froid de gueux. Donc les récoltes ont été ruinées. Grande famine s'ensuivit. Et donc, effectivement, mon Hobro perd son dernier fils et du coup perd la foi. Parce que là, c'était vraiment trop pour lui. La coupe est pleine, quoi. Oui, la coupe est pleine. Sa femme devient folle. Et lui, il devient ivre de rage, de douleur. Il en veut à la terre entière. Il en veut à la terre entière. À Dieu, il le défie. Un peu comme cette merveilleuse légende du Hollandais volant aussi. Absolument. The Flying Dutchman. Et donc, effectivement, on le retrouve. Les livres, ça n'est pas si mystérieux que ça. On le retrouve plus tard. Oui, on comprend assez vite. Mais il y a quand même un petit effet. On se demande quel est le rapport entre l'ombre, on ne sait pas trop qui c'est, et le héros à cause de cet effet. Et alors évidemment, il change énormément de caractère entre le début du roman, où on voit toute son humanité par le pathétique de la situation, et ça devient quand même quelqu'un d'impitoyable. Est-ce que vous vous êtes plu aussi à décrire comme ça un personnage extrême ? Oui, parce qu'au début, son défi, c'est d'être... quand il massacre l'église de Plouarnel, qu'il la ruine, qu'il casse tous les vitraux de l'église, et qu'il maudit Dieu et qu'il le défie, il décide d'être plus cruel envers les hommes que Dieu ne le fut envers lui. Donc le défi, c'est, eh bien, si tu existes et tu n'es qu'amour, eh bien, si j'accomplis des horreurs, vas-y, pourfonds-moi. Frappe-moi. Il est en fait à la recherche de Dieu, alors un petit peu. Oui, c'est presque un châtiment qu'il réclame pour mettre fin à ses douleurs. En même temps, c'est un défi, et c'est la raison pour laquelle il va capturer ce prêtre jésuite. C'est-à-dire que... Voilà, il faut parler de lui maintenant, parce que alors, vous disiez donc que vous aimiez Briseville, le spécialiste comme ça des sortes de dialogues argumentés entre des personnages qui s'opposent, évidemment, sinon il n'y aurait pas grande argumentation. Et l'autre personnage fort de votre roman... Alors là, c'est un prêtre jésuite. Bon, ça pourrait un petit peu rebuter, hein, comme ça. Au début, les jésuites n'ont pas forcément laissé, surtout au XVIIIe siècle, le meilleur souvenir. Et à côté de toute cette piraterie dont on va reparler, il y a, je ne sais pas si vous allez apprécier ce que je vais dire, mais une sorte d'axe métaphysique au roman, une sorte de fil rouge, parce que ça parcourt tout le roman. Il y a donc le problème qui est posé du rapport à Dieu dès le début du roman, avec cet homme qui a perdu son fils, qui casse cette église, qui la met à sac, et puis qui commence une carrière de... non pas de terroriste, on ne va pas dire ça, mais enfin un homme qui sème la terreur, ça c'est sûr sur son passage. Et puis il va rencontrer, vous allez préciser comment, ce prêtre, qui n'est pas caricatural d'ailleurs dans votre roman, ce n'est pas le jésuite en béton armé d'un bloc comme ça, c'est un homme de dialogue, c'est un homme ouvert, et il y a donc tout un dialogue entre eux sur la religion jusqu'à la fin du livre. Comment s'ordonnent ces deux forces dans le livre et qu'est-ce que vous vouliez leur faire dire ? Alors d'abord, quand Arzur, mon héros breton, attaque le galion espagnol... De Kerlogen. Arzur de Kerlogen. L'ombre. L'ombre, alias l'ombre. Donc il est décidé à massacrer tout le monde, et il se trouve que le prêtre jésuite se défend, s'arme d'une épée, se défend. Donc déjà, Arzur est interloqué, parce qu'il n'avait pas cette image des jésuites, des religieux. Donc déjà, il le trouve courageux. Donc c'est une vertu qu'il respecte. Donc il décide de l'épargner. Il se dit, tiens, je vais le retenir prisonnier à bord, et il va être, en quelque sorte, plus que mon otage, il va être mon témoin. C'est-à-dire que plus je provoque Dieu, plus je vais commettre d'horreurs. Un, comment va-t-il réagir ? Je m'en amuse d'avance. Et deux, je vais, par là même, puisque rien ne m'arrivera, je le sais d'avance, le défier par rapport aux horreurs que je commets et contre lesquelles Dieu ne peut rien. Il se crée un petit plaisir à domicile, quoi. Absolument. Ça. Une petite torture, une torture douce comme ça, oui. Et il n'y a pas une autre raison encore qui fait qu'il le maintient en vie. Ce sont les deux raisons pour lesquelles il le laisse en vie. Ce sont les deux principales raisons. Alors maintenant, il y en a peut-être une troisième, c'est que, bon, à son bord, il n'a pas des gens très très cultivés. Oui. Donc lui... Ni toujours très recommandable et religieux, ni pas très catholique, si on peut dire. C'est le cas de le dire. Oui. Donc il se dit, tiens, je pourrais aussi faire assaut, et il ne sait pas encore que le padré joue aux échecs. Bon, alors là, on a beaucoup envisagé le padré Anselme depuis le point de vue d'Arzur, mais attention, le padré Anselme n'est pas un personnage secondaire, lui aussi, il a un point de vue sur Arzur. Alors cette fois-ci, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quel regard porte ce religieux sur cette espèce d'homme-enfant révolté? Moi, je trouvais qu'il avait un comportement un peu, vous savez, quand les adolescents sont révoltés, ça peut donner des choses très violentes comme ça. Et quel regard le prêtre porte sur cet égaré, ce révolté Au début, il est horrifié parce qu'effectivement, quand ils se rencontrent, Arzur a fait montre de telle violence et de telle atrocité un peu sadique
effectivement le sort funeste du capitaine espagnol. Donc il est absolument horrifié, il est fou de rage contre Arzur. Et puis après, bon, bah, comme il est prisonnier à son bord, il n'a pas le choix. Au début, il pense qu'il est fou. Après, il met ça sur le compte de la folie. Il met ça sur le compte de la folie. Et après, il se dit, bon, ma mission, c'est quand même des âmes égarées, c'est quand même, a priori, de les remettre dans le droit chemin, même s'il est révolté par l'attitude d'Arzur. Donc il se dit, mon Dieu, quel défi, là aussi, de ramener cet homme, sinon à la raison, du moins... Et donc il essaie de comprendre ce qui lui est arrivé. Mais Arzur est tellement provocateur avec lui que les dialogues, parce que mon padre n'est absolument pas un tiède, ce n'est pas un prêtre béni oui. Il ne se laisse pas intimider. Il ne se laisse absolument pas intimider, il a mauvais caractère. Lui-même s'est révolté contre sa hiérarchie jésuite quand il trouvait qu'elle abusait. Donc ce n'est pas un homme qui s'en laisse compter. Oui, lui aussi il est un peu en délicatesse avec les autorités religieuses, mais ça on laissera le lecteur le découvrir. Oui. Alors, justement, je voulais un petit peu illustrer tous les thèmes dont on vient de parler par un passage. C'est, si je ne dis pas de bêtises, le premier assaut qui a lieu dans le roman. Et voilà ce qui se passe avec Arzur, sa violence et son rapport à la religion. En 2 coups de sabre, il trancha les oreilles du capitaine. Celui-ci, ce qui est compréhensible, poussa un hurlement de bête avant de tomber à genoux, le sang giclant à flot de la béance de ses blessures. Arzur s'agenouilla près de lui. Avant que je ne te coupe la queue, me donnerez-vous enfin les clés que je demande? Ah, suis-je bête? Vous ne pouvez plus mourir. Bon, il fait en plus du mauvais esprit. Blême, Felipe de la Fuente s'interposa. Je sais où elle se trouve et où les coffres sont dissimulés. Pour l'amour de Dieu, épargnez-le. Arzur le regarda froidement. J'ignore ce qu'est l'amour de Dieu, mais tu as raison. Je vais lui épargner l'abjection de la fin que j'avais imaginée pour lui. D'un coup de sabre entre les yeux, l'ombre lui porta l'estocade. C'est quand même un passage qui illustre toute cette violence, mais qui est assez emblématique de ce rapport, toujours de cette dialectique entre violence, révolte contre Dieu, et puis rappel de Dieu par ceux qui continuent d'y croire. Alors, ces personnages savoureux sont les têtes de pont, sans mauvais jeu de mots, de votre roman. Il y a toute une autre galerie de personnages. Vous avez quand même aussi dû jubiler à les créer, par exemple, les personnages de second plan. Parce que d'abord, ils ont des noms savoureux, ils ont 1 ou 2 traits de caractère, un petit peu comme on voit dans les films, parce qu'on ne peut pas s'attarder sur eux. Comment avez-vous créé les personnages? Est-ce que vous avez une technique pour les créer? Comment vous sont venus tout ce peuple marin et pirate? Bien, au début, je m'étais énormément concentré sur l'affrontement entre le Padré et Arzur. Il y avait évidemment déjà Morvan, mais on y reviendra peut-être. Le lieutenant. Le lieutenant. Mais je me suis dit, Virginie, il y a au moins 25 à 30 gaillards à bord du brick pour le faire fonctionner, naviguer et puis se battre. Donc, tu ne peux pas faire que des fleurs à moucheter entre eux. C'est ça. Donc, il faut absolument que tu crées une vie sur le pont. Un équipage, finalement. Un équipage. Mais donc, oui. je l'ai recruté, si j'ose dire. Je les ai inventés. Alors, c'est vrai que... Avec des noms savoureux. Oh, mais là, j'ai rien inventé. Enfin, je les ai inventés moi, mais enfin, il y avait l'équivalent. Vous êtes un peu inspiré de noms que vous aviez rencontrés déjà, ou c'est une pure création? Il y en a... ils avaient tous des sobriquets. Des sobriquets. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on sache leur nom de famille. Évidemment. Donc, ils avaient tous des surnoms, des sobriquets. Qui se rapportent souvent à leur physique, d'ailleurs. Voilà, leur physique ou un trait de caractère, par exemple. Nez sans viande, comment vous disiez? Visage sans viande. Visage sans viande, ça, moi, celui-là. Maigre. Ah oui. Très, très maigre. C'est pour ça qu'il s'appelle. Tout ça, j'ai Visage regardé sans ça. Effectivement, il y en a que j'ai pioché un peu, il y en a que j'ai inventé, enfin bon. Mais c'était effectivement à chaque fois les mêmes traits de caractère. Il y en avait un qui avait une main en moins, qui était petit, gros, enfin bon. Il y avait toujours. Je dis soit c'était physique, soit c'était le caractère. Moi, sans soif, c'est évidemment un alcoolique notoire. Pour un pirate, c'est presque un parcours de santé. Et alors, on se demande comme ça, est-ce qu'il y a un personnage auquel vous vous êtes plus particulièrement attaché dans votre roman? Peut-être le héros, mais est-ce qu'il y a un personnage secondaire aussi comme ça pour lequel vous avez une tendresse particulière parce qu'il a un trait de caractère qui vous touche? Je les aime tous. Tous? Je les aime tous. À part évidemment l'albinos, cette fine ordure. Mais lui, c'est un ennemi, c'est un traître, c'est un abominable, mais finira très mal. Voilà. Oui, on ne le sait pas encore. Non. J'ai peut-être une tendresse pour Barbe, si on revient un petit peu. C'est une femme, là, alors. Oui, c'est la vieille servante. Rappelons qui est Barbe et pourquoi. Barbe, c'est la vieille cuisinière du domaine de Kerlogen. Absolument. Celle qui annonce, hélas, à Arzur que son fils est
à l'agonie. C'est elle qui absorbe un peu, qui est la sagesse dans tous les malheurs de cette famille. Absolument, et c'est la grand-mère qu'on voudrait avoir, la vieille dame, la cuisinière qui veille sur vous. En plus, elle détient un lourd secret qu'elle a gardé toute sa vie. Donc, on découvrira. oui, j'ai une bien plus petite tard. tendresse pour elle, mais plein d'autres. Tristan, évidemment, le Coquelet, je l'aime beaucoup. Face Noire, qui a aussi, on découvre une histoire. Enfin, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours une histoire dans les histoires, c'est-à-dire que personne n'est ce qu'il est sans raison. Bien sûr. C'est pour ça Jusqu'au Padré, hein, ce que vous disiez tout à Oui. l'heure, hein, qui n'a pas du tout un parcours aussi catholique qu'on pourrait l'imaginer. Lui aussi, il a eu une enfance un petit peu délicate. Alors tout à l'heure, pour commencer cette émission, eh bien, évidemment, on faisait référence au roman de pirate fondateur, mais on n'a pas du tout fait allusion au cinéma. Or quand même, je crois aussi que dans l'imaginaire comme ça du pirate, qui est très fort hein, dans notre esprit, oh, écoutez, on ne peut pas s'empêcher de voir du Technicolor d'abord, ces films incroyables des Couleur années by Deluxe, Mais oui. ça m'a toujours fait rire, ça. Couleur by Deluxe. Ces films des années 50 avec comme visage Errol Flynn, Stewart Granger. oui, Stewart Granger, bien sûr. Kirk Douglas aussi. Kirk Douglas, enfin bon voilà, toutes ces ribambelles de l'Hollywood flamboyant. Est-ce que le cinéma a compté aussi dans votre création? Bien sûr, Oui. infiniment. J'aime presque autant le cinéma que la littérature. Donc effectivement, en plus, il y a des images qui vous restent, qui sont gravées, comme il y a des phrases qui vous restent gravées dans la mémoire, mais il y a des images très fortes. Et je dois dire que L'Île au Trésor, le film tourné par Disney à l'époque, était formidable. C'était très mignon. Ce que je reproche juste, c'est que c'était très manichéen, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment les gros méchants. Comme souvent les films américains. Hein, Oui, sans mauvais jeu de surtout mots. de cette époque-là. Sauf les contrebandés de Moonfleet, de Mais c'est un Fritz Fritz Lang. Lang, oui, mais vous avez un très très grand réalisateur. Ah là, là. j'ai un immense réalisateur, chapeau bas. Et c'est vrai que Stewart Granger, justement, c'est... Mythique. Et il y a encore un petit garçon, c'est drôle, hein, c'est comme dans L'Île au Trésor. Il y a encore un petit garçon de l'innocence. Mais alors tout à l'heure, justement, quand je vous interrogeais sur les personnages, est-ce que, parce que le roman de pirate comporte quand même en lui-même une certaine violence, et alors dans votre roman ça ne manque pas, les personnages de femmes, les personnages d'enfants, parce qu'il n'y a pas exactement un enfant, mais il y a quand même un très jeune homme dans votre roman qui est donc le fameux Tristan, qui a lui aussi eu quand même quelques malencontreuses aventures sur quelques bateaux, disons-le comme ça. On laissera là aussi le soin à nos lecteurs de découvrir ce qu'il a connu. Est-ce que ce n'est pas ça qui apporte la dose d'humanité, parce qu'il faut ça aussi, et l'histoire d'amour aussi, parce qu'il y a une histoire d'amour dans votre roman qui n'est pas forcément l'histoire d'amour du héros, mais il y a quand même une histoire d'amour. Est-ce qu'il ne faut pas aussi trouver dans un roman de pirate une espèce d'équilibre entre toutes ces forces ? Au début, je n'avais pas du tout pensé à l'histoire d'amour. Parce que... comment ? Non. Et c'est ma meilleure amie qui m'a dit, mais... bon, elle ne lisait pas tout à fait au fur et à mesure, mais enfin, elle savait un petit peu les grandes lignes de ce que j'écrivais. Et elle m'a dit, j'espère que tu vas mettre une histoire d'amour. J'ai dit, mais non. C'est un attendu. J'ai dit, mais pas du tout, pourquoi faire? On n'est pas chez les Bisounours. On est à bord d'un navire pirate. D'abord, il n'y avait aucune femme pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. La pauvre. En plus, ça portait malheur, comme souvent les femmes, à différentes époques. Et puis, je me suis dit, après tout, c'est peut-être pas si bête. Donc, du coup, ça m'a donné l'idée de faire autrement et au passage, de dénoncer la traite négrière, puisque mon héroïne, femme, n'est autre qu'une pauvre esclave black, malheureusement, qui a été mise dans un bordel aux Caraïbes. Absolument. Alors, une des qualités qu'on pourrait reconnaître à votre roman, une des supériorités aux films de pirates, c'est que les films de pirates sont souvent un petit peu fantaisistes et prennent quand même pas mal de liberté par rapport à l'histoire. Or, vous, comme vous l'avez confié au début de l'émission, que vous aimez l'histoire, il y a quand même beaucoup de rigueur par rapport au cadre historique. Comment avez-vous travaillé votre cadre historique? Est-ce que vous avez fait des recherches? Enfin, comment est-ce que vous avez accumulé tout ce que vous dites de très précisément historique dans ce roman? Bon, déjà une enfance bretonne, donc j'avais Oui, entendu vous parler. êtes bretonne, voilà. Je c'est suis ça. bretonne, j'adore la chose maritime. J'ai d'ailleurs un capitaine, un oncle qui était dans la marine. Ma passion pour le XVIIe, XVIIIe siècle, et je suis servi par une très très bonne mémoire.
Ça n'a pas suffi. Comme j'ai tellement de respect pour l'histoire, il était hors de question que j'écrive des sornettes. Donc, comme je mets en scène des bateaux, j'ai évidemment vérifié quelle forme ils avaient, combien de tonnage, combien de sabords, combien de ponts, la taille des voiles, leur forme. Ah oui, donc vous avez accumulé toute une science, quoi. Oui, enfin, en tout cas, pour, encore une fois, pas dire de sottises, je voulais absolument vérifier, parce que si en plus il y avait un vieux breton qui m'aurait envoyé une lettre d'insulte aux éditions, et c'est possible que j'en ai laissé échapper, qui disent « Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez, madame ?» Pour l'instant, vous n'avez pas de retour à ce sujet-là. Pas encore, mais on peut toujours... Oui, voir arriver les choses. Mais j'ai à peu près vérifié les bordées. D'accord, très bien. Bon, pour l'instant, tout a l'air raccord. Et alors, justement, en conformité avec ce souci historique que vous avez, alors ça, c'est une des choses, moi, qui m'a le plus plu dans ce roman, donc je vais reparler aussi de la structure. Non, parlons-en tout de suite, parce qu'en fait, votre roman se lit extrêmement allègrement. Vous avez un sens c'est pour ça aussi que j'ai fait ce rapprochement avec le cinéma, vous avez un sens du séquençage, entre guillemets, qui fait que cette lecture est extrêmement fluide, on voit les images. Alors cette fois-ci, la question que je vous poserai, c'est est-ce que votre carrière de publicitaire, ou peut-être vous avez été amené à faire, je ne sais pas, des clips par exemple, avec ce souci du timing, comme on dit avec ce mot, le souci du tempo, est-ce que ça a aussi influencé votre, comment dirais-je, votre façon de extrêmement bien séquencer ce roman? Oui, bien sûr. Le fait, pendant 25 ans, comme créatif de la pub, dans la pub, d'avoir écrit des films, on ne fait pas toujours des storyboards, donc on écrit des synopsis. Donc, effectivement, ça vous oblige à avoir une écriture effectivement très visuelle, c'est-à-dire qu'il faut dire au client, voilà, c'est comme quand on raconte une histoire. Ouais, mais sur votre roman, on le voit vraiment, quoi. Oui, donc on dit, voilà, le cadre, cette grotte merveilleuse, donc nous sommes dans un nymphéa entouré de coquillages. Il fait un peu froid. Donc la sensation. Voilà, oui. donc il y a aussi, il y a le visuel, mais il y a aussi, je pense... tout ce qui se rapporte, le sensuel, quoi. Voilà, donc j'écris un petit peu comme si j'étais la caméra subjective du film qu'il pourrait être, en me disant, si je suis Arzur, je suis là, campé droit dans mes bottes, qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je fais? Le sens du format efficace. Parce que vraiment, moi j'ai trouvé que ça faisait des unités narratives qu'on tourne vraiment allègrement, quoi. Voilà. Comme un découpage. Comme un découpage, absolument. Et c'est pour ça que j'ai trouvé presque que ça faisait comme un scénario de film, en fait. On vous a proposé quelque chose à ce sujet? Pas encore, mais c'est vrai que j'en rêverais. Alors là, ça relancerait le film de pirate. Au passage, comme ça, un film de pirate qui a fait quand même les beaux jours du cinéma assez récemment, plusieurs... Pirates des Caraïbes. Voilà, des suites. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous reconnaissez? Parce qu'on a parlé des films des années 50, mais ça, par exemple. Je trouve ça, c'est très drôle. Évidemment, c'est au second, troisième degré. C'est plutôt pour les adolescents. Enfin bon, je comprends que... Moi, je trouve ça très sympathique et j'aime beaucoup, mais c'est très éloigné de votre travail. C'est très éloigné. Mais on passe un très bon moment et encore une fois, ça confirme que c'est un univers qui amuse et qui fait rêver tout le monde. Puis qui est élastique finalement. Voilà, en fait, ils sont partis de l'attraction de Disney. D'accord, bon, ça se retrouve. Mais c'est vrai. On voit l'aspect d'entertainment quand même. Mais bien sûr. On se laisse tous un peu happer par ça. Mais c'est tout à fait agréable et distrayant. Alors, un autre aspect qui fait la grande qualité de votre roman et qui est loin de l'entertainment, c'est qu'alors que vous évoquez la fin du règne de Louis XIV, donc la fin du XVIIe, le début du XVIIIe, vous avez fait tout un travail sur la langue. C'est-à-dire que quand on va lire votre roman, si on aime le XVIIe, XVIIIe, les grands auteurs, je sais pas, Saint-Simon, Madame de Sévigné, etc., on va se régaler parce qu'il y a tout un travail qui est un travail en plus très complet. C'est à la fois un travail syntaxique, c'est-à-dire qu'il y a des mots très savoureux, mais vous avez souvent des auteurs, pour faire croire comme ça une langue historique, prennent des mots tout à fait d'époque, etc. Et ça tombe un peu à plat parce que ça n'est pas réinséré dans une syntaxe qui est propre à l'époque, donc ça fait un peu plaqué. Oui, voilà, une mousse sur une assiette dans une assiette de lait, quoi. Ça ressort effectivement. Tandis que là, alors comment ça se manifeste dans le roman? Par exemple, j'ai vu qu'il y a beaucoup de suppressions de déterminants, beaucoup de suppressions de prépositions, ce qui sont typiquement des traits stylistiques de la langue du XVIIe, XVIIIe, et puis évidemment, cerise sur le gâteau et non mousse sur une assiette de lait cette fois-ci, ou mousse sur le visage d'une marquise, il y a comme ça le mot joyau du XVIIIe, cette jubilation de la langue. Est-ce que je résume bien le travail que vous avez? Non seulement vous le résumez bien, mais en plus je suis
totalement enchantée d'entendre ce que vous dites. Et alors comment on fait ça? Parce que c'est bien de le décrire, mais c'est plus difficile à faire. Je n'ai pas de recette, c'est-à-dire que c'est une question rémanente dans les salons littéraires ou dans des signatures chez les libraires. Comment vous avez écrit? D'aucuns pensent que j'avais un dictionnaire du XVIIIe siècle à côté de moi. Oui, moi j'ai pensé ça. Non. Non. Non, mon dictionnaire, encore une fois, je suis servie par une très bonne mémoire. Et ma mère était une femme d'une culture abyssale et avait une très belle bibliothèque, et notamment, elle aussi, c'est elle qui me l'a transmise, cette passion du XVIIe, XVIIIe siècle. Donc je n'avais qu'à me servir, effectivement, dans Madame de Sévigné, dans Monsieur le Duc de Saint-Simon, dont je n'ai évidemment pas tout lu, parce que les 20 tomes, je le réserve pour mes vieilles années. Ou si je fais un séjour en prison, j'aurai le temps enfin de les lire. C'est drôle que vous disiez ça. Moi, j'ai toujours imaginé que les mémoires de Saint-Simon étaient typiquement, si on vous demandait quel livre emporter sur une île de pirates, les mémoires de Saint-Simon, on a la littérature en kit quasiment. Pardon, je vous ai interrompu. Oh, je vous en prie. Et donc, tous les mots, effectivement, un petit peu rares de l'époque, je les ai retenus, mais effectivement, vous avez raison de le souligner, la syntaxe. En plus, quand on est breton, les vieux bretons parlent un petit peu à l'envers aussi. C'est-à-dire que moi... Il y a une langue qui s'est maintenue, peut-être, voilà, dans un terroir. Absolument, absolument. On parle souvent à l'envers. C'est-à-dire, le dire, est-ce que vous voudrez du café? On dit, on vous propose du café, vous voudrez. Et on met, voilà, on post-pose le sujet et le verbe, et on antépose le complément. Comme en allemand, comme en latin, enfin... Ce qui donne un peu, voilà, c'est ça. Une saveur. Et vous avez raison pour l'ellipse, la suppression de certains articles. C'est-à-dire que quand vous dites je vais lui chercher Noise, jamais je l'ai lu des Noises. Voilà, vous cherchez Noise. Et je trouve que ça coule mieux et que c'est. Donc je suis un petit peu bilingue 18e, voilà. D'accord. Alors on disait que c'était votre premier roman. Il était temps. Écoutez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et moi, je me demandais un petit peu, puisqu'on a la chance d'interroger un jeune auteur, qu'est-ce qu'a représenté cette expérience dans votre vie? Vous avez accompli une carrière qui n'a aucun rapport, en apparence, de publicitaire. Tout d'un coup, cette chose arrive dans votre vie. Bon, vous avez quand même une responsabilité. En quoi ça l'a bouleversé? Vous disiez que vous faisiez les salons littéraires, etc. Qu'est-ce qui vous a frappé dans votre vie personnelle par rapport à ce livre depuis que vous l'avez publié? C'est l'inverse de ce que j'ai connu. C'est-à-dire que la pub, il y a toute une équipe, c'est une ruche, il y a les autres créatifs avec lesquels on est tout le temps, donc ça, c'est vraiment une ruche. Alors que là, l'écriture, enfin ce qui me concerne, c'est un travail évidemment extrêmement solitaire, voire pire. C'est-à-dire que, enfin pire, je m'entends. Mais je ne peux pas supporter le moindre bruit si j'écris, alors qu'on peut effectivement, dans la pub, il y a un brouhaha autour de vous, c'est un échange d'idées, c'est du ping-pong. Là, moi, à part de la musique classique que j'écoute... en fond sonore. En fond sonore, pas toujours, mais c'est quelque chose, vraiment, vous êtes dans une grotte, ou propre comme figuré, et donc ça a été très drôle de passer de cet univers, je vous dis, toujours en mouvement, à cette espèce d'ascèse, s'il faut employer un mot qui lui ressemble. Qui plaira au Père Anselme. Au padré. Mon padré. Voilà, c'est cela. Mon padré, je l'aime. Donc c'est assez amusant. Et là, effectivement, à mon âge vénérable, je rencontre, grâce à mes éditeurs et aux foires organisées, je rends hommage aussi à tous les libraires de France et de Navarre, d'organiser des signatures. Sans les libraires, nous ne sommes rien. Les libraires qui vraiment sont passionnés par leur métier, qui connaissent bien leur sujet, qui connaissent bien leurs auteurs et leurs clients, c'est une merveille de signer, de rencontrer des gens incroyablement différents. Moi, je suis ravie quand il y a un vieux monsieur qui me dit qu'il a adoré et une jeune fille de 18 ans qui me dit qu'elle adore les pirates et que... Voilà, donc les salons, c'est encore autre chose. Enfin, je suis émerveillée, là, je suis comme une enfant. Et alors, est-ce que du coup, de cette première expérience, il va y avoir un ricochet? C'est-à-dire que est-ce que vous êtes de nouveau sur un projet littéraire? Est-ce que vous pensez écrire un autre ouvrage? Eh bien oui. Ah. Mais alors ça fait peur, parce que déjà le premier, bon, encore une fois, le premier reste toujours à l'état de fantasme tant qu'on ne l'a pas fini et qu'il n'a pas été édité. Mais l'avantage, c'est que s'il est complètement raté, qu'il n'est pas édité, personne ne le sait. Tandis qu'à partir du second... le deuxième, ça fait un peu peur. C'est ça. Mais quand même, vous allez... Là, dès que j'ai fini un peu toute cette période passionnante, mais un petit peu fatigante de promotion, de salon et de signature, je vais me poser et m'y mettre. Donc on aura... et je reste dans l'époque. Et vous restez d'accord, un roman historique à nouveau? Oui. D'accord.
Virginie Caillé-Bastide, merci infiniment de votre venue sur le plateau de l'Essonne en auteur. C'est moi qui vous remercie. Et encore bravo d'avoir choisi ce lieu enchanté. Effectivement, on remercie du coup aussi bien évidemment la ville de Viry-Châtillon de nous avoir permis de tourner cette émission dans cet endroit extraordinaire qu'est le Nymphée. Je rappelle le titre de votre livre, Le sang Dieu, aux excellentes éditions Héloïse d'Ormesson, qui nous a permis le temps de la lecture et j'espère aussi de cette émission de nous évader sur la côte des pirates. Et c'est ainsi que nous donnons rendez-vous à nos spectateurs au mois prochain pour un nouveau numéro de l'Essonne en auteur.